Bienvenue dans Travail et moi comme émotion, perception, ressenti. J'ai pensé ce podcast comme une fenêtre ouverte sur le travail, ce qu'on y fait, mais aussi ce qu'il nous fait. Comment il nous transforme, comment il impacte notre identité. Seul ou avec mes invités, je parle du travail au quotidien, de ses joies, de ses moments difficiles. On va parler de transition de carrière, de bien-être au travail, d'équilibre de vie, de choix difficiles ou de retour aux sources de notre motivation. Pas de conseils, pas de solution toute faite pour un épanouissement miracle, mais des récits de vie professionnelle, des parcours, des histoires, où tu peux puiser ce que tu veux en fait. Peut-être que tu rêves d'une transition de carrière, peut-être que tu te poses des questions sur ton job, peut-être que tu es en recherche d'emploi ou que tu traverses un burn-out. Le travail est au cœur de nos vies, que l'on soit en emploi, indépendant, au chômage ou éloigné de l'emploi pour plein d'autres raisons. Même lorsque l'on résiste à la valeur travail, cette idée que l'on vaut ce que l'on produit, on pense au travail. Alors, autant y penser sereinement. Intéressé ? Abonne-toi et retrouve-moi 2 fois par mois, seul ou avec mes invités. C'est parti pour l'épisode du jour. Alors que la 2e saison de Travail et moi va bientôt commencer, je te propose un petit retour sur les premiers épisodes. Pourquoi et comment choisit-on de se reconvertir ? Comment se sent-on au moment de sauter le pas ? Dans ces histoires de reconversion, il y a aussi beaucoup d'histoires de retour aux sources. Des changements qui semblent radicaux sont en fait la mise en accord avec un ressenti fort, une envie ancienne qui persiste. Écoute ce que mes invités ont à dire. Delphine Petit-Postma a toujours voulu être maman, plus que toute autre chose. Du coup, elle a fait de la parentalité son métier. Aujourd'hui, elle est kramzor, ce métier typiquement néerlandais qui consiste à accompagner les parents à la naissance d'un enfant. Je suis maman, ça, c'est aussi important puisque en fait, quand j'étais petite, je voulais être maman, j'avais pas d'autre ambition, ce qui rendait ma mère folle, étant donné que c'était une féministe de la première heure et qu'elle ne comprenait pas pourquoi je n'avais pas d'autre ambition. Il y avait pas d'autre option, et puis l'idée de pouvoir, transmettre la vie et puis après, par la suite, l'idée de pouvoir, créer un humain qui allait me ressembler. Je trouvais que cette conception était absolument fabuleuse. Et c'est ça qui m'a qui m'a toujours, ambitionnée ou motivée, en tout cas, je sais pas comment on dit. J'ai toujours, c'est pas parce que je jouais à la poupée ou des trucs comme ça, puisque ma mère, en bonne féministe, m'offrait plutôt des déguisements David Croquette et des camions, alors que moi, je voulais être une princesse avec des poupées. Mais bon, je sais pas. Ouais, voilà, depuis toujours. Mais avant cela, elle travaillait dans la banque, jusqu'au jour où elle se rend compte qu'elle s'ennuie. Pour l'étape d'après, c'est son mari qui la met sur les rails. À un moment donné, je me suis dit, «J'ai encore 20 ans à bosser, je vais m'ennuyer quand même». Je me suis vraiment dit: «Ça va pas être possible» et donc j'en parle à mon mari qui, lui, adore son métier et moi, je n'ai jamais su quoi faire. C'était ça un peu le drame de ma vie, c'est que je n'avais jamais ambitionné quelque chose. Si, j'aurais adoré être sage-femme. J'ai toujours dit à mon fils que c'était le métier que je trouvais le plus beau au monde et je l'ai pas fait parce que tout simplement je pensais que j'avais pas le niveau, que en maths ou enfin bon bref, je pensais que je n'avais pas le niveau, que je pouvais pas le faire et puis voilà donc je l'ai pas fait. J'ai même pas essayé, rien du tout, et alors, à ce moment-là, il me dit: «Mais il faut que tu fasses un truc qui est ton hobby» et je lui dis: «Mais moi mon hobby, c'est la parentalité, c'est accompagner mes copines, enfin moi j'ai pas de ça n'a pas de secret pour moi. Je vois les gens qui galèrent, avec, les enfants, avec les bébés, avec les ados et moi je trouve ça, je vais pas dire que je trouve ça facile, mais je trouve pas ça compliqué, puis surtout j'ai des solutions». C'est plutôt ça en fait et je me suis dit: «Mais c'est pas un métier» et il m'a dit: «Bah, faut que tu fabriques ton métier, faut que tu le crées». Et là et là, il y a une porte qui s'est ouverte dans ma tête. Je me suis dit: «Mais en fait, qu'est-ce qui m'empêche de créer mon métier?» Et voilà et c'est, à ce moment-là que je me suis dit: «Je démissionne et je vais aider les mamans françaises aux Pays-Bas qui ont un bébé». Si Delphine a toujours voulu être maman, Chloé Genovesi a toujours voulu écrire des histoires. S'il n'a pas été facile de se faire sa place, aujourd'hui, elle vit de son écriture.
moi, j'ai toujours voulu publier des livres. Ça a été toujours mon rêve. Et donc, en fait, j'avais un petit plan de départ. C'était de commencer à écrire un peu donc du marketing, puis les chroniques, et au fur et à mesure, à prendre de l'expérience. Parce que comme j'ai pas fait d'études, il faut savoir que quand j'ai commencé à écrire il y a une dizaine d'années, en fait, j'ai commencé vraiment à faire un peu de mi-temps, un peu de freelance il y a 10 ans. Et à l'époque, j'avais un niveau qui était quand même assez bas. Donc, j'ai commencé à essayer de m'améliorer de plus en plus. Et puis ensuite, j'ai eu la chance en 2021 de rejoindre un webzine génial avec des nanas extraordinaires qui s'appellent Francine Avello. Et là, en fait, à ce moment-là, j'avais déjà acquis un niveau qui n'était pas mauvais. Puis ça m'a donné une confiance en moi de fou parce qu'en fait, ces filles-là, au début, j'étais juste contributrice. Un jour, elles m'ont dit, ouais, on voudrait que tu fasses partie de l'équipe. Et moi, ça m'était jamais arrivé sur mes domaines que j'aime à ce point, donc l'écriture, qu'on me propose en fait spontanément de rejoindre, quoi. Et ça m'a donné une confiance en moi énorme, ça m'a donné des ailes presque. Et en plus de ça, on a fait plein de trucs. Et en parallèle, je travaillais à temps plein chez Mademoiselle, même si ça s'est fini depuis. Et à partir de là, on a rencontré Lorraine, on a rencontré parce qu'elle faisait un book club, enfin, et on a rencontré Lorraine lors d'un book club. Et les choses, elles se sont un petit peu enchaînées comme ça. En fait, c'était des rencontres grâce à Francine. Et son rapport à l'écriture va au-delà du métier. Elle parle de passion dévorante, de quelque chose qui la dépasse. Comme Delphine, elle sait que c'est ce qu'elle doit faire. Je le classe entre travail et passion dévorante en fonction des contenus. Quand j'écris des articles ou des chroniques, j'y prends beaucoup de plaisir. Et il y a des fois, je me fais beaucoup rire et c'est vraiment un moment plaisir. Quand je fais du marketing, il y a de la fierté et il y a de la satisfaction de ce moment où tu as trouvé la bonne formule et tout ça. Donc, il y en a un, c'est du plaisir, un, c'est de la satisfaction. Et quand j'écris de la fiction, c'est de la passion dévorante. J'y pense le matin en me réveillant, j'y pense le matin, le soir en me couchant. Je passe ma journée avec mes personnages. Je veux rien. Enfin, je pense qu'à ça. Il faut que ça sorte. Limite, c'est une urgence. C'est l'urgence absolue, là. Je sais pas si ça. Je pense que ça va parler. Je pense que c'est quelque chose qui peut peut-être juste parler aux gens qui l'ont vécu. Mais moi j'appelle ça le feu sacré parce que c'est vraiment, ouais, c'est de l'urgence. C'est même pas toujours. Des fois, c'est tellement intense que ça fait mal. Après, c'est aussi des particularités qu'il y a avec l'autisme, c'est que quand on a des intérêts ou des passions, on est à fond, à fond. Donc il y a tout un monde comme ça qui est. Voilà, c'est vraiment la passion. Limite, il y a presque pas de mots pour décrire ça, quoi. Pour sa reconversion, Cédric Narbonnet a écouté son ressenti et le sentiment que le poste qu'on lui proposait était exactement là où il devait être. Même s'il fallait pour cela quitter une situation confortable avec un bon poste et de belles opportunités. C'est l'intuition qui parle ici. J'étais en poste, voilà, chez ASML, et ça se passait bien, hein, il n'y avait pas de difficultés, on va dire. J'ai même envie de dire qu'il y avait des belles opportunités qui étaient présentes. Simplement, c'est que le changement de poste en 2020, il a obéi à une impulsion, à une envie et à une réalisation que le poste qu'on me proposait, enfin que l'opportunité qui était là sur la table, était un chapitre complètement nouveau, parce que je n'ai jamais été enseignant, je n'ai jamais été formé pour le devenir, mais je le suis. Et en fait, au fond, moi, j'ai vraiment obéi à une impulsion, une conviction profonde que c'était là qu'il fallait que je sois. Alors effectivement, après, il faut que ça s'accommode avec la dimension logistique, familiale, etc. Mais heureusement, j'ai eu de la chance. Ma compagne m'a supporté dans les deux. Voilà, pour aller aux Pays-Bas et pour revenir, elle a été extrêmement, comment dirais-je, elle a été d'un grand support, voilà, tout simplement. Et, et ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça. Donc assez rapidement en plus. Et oui. Pascale Guilloux, quant à elle, a toujours voulu avoir un impact sur le monde, savoir que son activité contribuait à un monde meilleur. C'est ce qui a déclenché son départ du secteur de la pub. Alors, je travaillais dans la pub à Paris, chez Publicis, et j'ai travaillé 5 ans, et j'étais arrivée à un point où je me posais vraiment des questions sur ma contribution en tant que publiciste
Et ça commençait à gratter en fait. Voilà, donc je voulais avoir vraiment un impact, voilà, travailler pour apporter une contribution, avoir un travail qui ait du sens. Donc j'avais décidé en fait de quitter mon travail et ça tombait juste en fait après la naissance de mon enfant. Il y avait vraiment une réflexion euh, presque existentielle sur la valeur de ce que j'apportais. Alors c'était un travail vraiment passionnant, une équipe de collègues soudés, on a vraiment on travaillait à fond et on rigolait aussi beaucoup. Mais c'est vrai que ça me nourrissait plus ce que je voulais vraiment faire dans ma vie, voilà ce que je voulais apporter au monde en fait. Bon, c'est très idéaliste, c'est très idéaliste, mais c'était vraiment un moteur pour moi pour faire une conversion professionnelle. Aujourd'hui, Pascale est artiste, titre qu'elle a décidé de s'attribuer, comme elle le dit, sans complexe, parce qu'il ne sert à rien d'attendre une validation externe. Il y a un moment, notamment pendant la période Corona, si tu veux, j'avais un intitulé sur mon compte Instagram où je disais j'étais encore illustratrice commerciale, etc. Et comme je faisais plus d'illustration, mais que je faisais vraiment du dessin artistique, j'ai eu aussi l'impulsion de me dire, bah, en fait, Pascal, tu es tout seul dans le studio, tout le monde est un peu recroquevillé dans sa bulle à cause du lockdown. Donc, tu adores ce que tu fais, mais personne ne va commencer va venir te dire, bah, Pascal, maintenant, tu as le droit d'être une artiste. Donc, je me suis dit, bon, ok, Pascal, tu vas te donner le titre toi-même. Donc, j'ai changé l'intitulé sur mon compte Instagram et je me suis dit, voilà, c'est bien. C'est bien. Donc, si tu veux, après, c'est vrai, hein, être un artiste, euh, oui, c'est pas vraiment un titre, c'est pas vraiment un diplôme. Je pense que c'est quelqu'un qui se voit artiste ou qui est jugé comme artiste. Mais c'est une notion qui est tellement subjective quelque part que maintenant je suis relativement à l'aise de me présenter en disant je suis une artiste. Voilà, sans complexe. Donc voilà, pour ce que ça veut dire aussi. Mais je l'assume, donc c'est bien. Aujourd'hui, Elsa Regan est coach, facilitatrice et gestalt thérapeute. Après avoir été chercheuse, patent attorney candidate, puis portfolio manager. Depuis toute jeune, elle est fascinée par les parcours, les histoires de vie. Elle a toujours su qu'un jour, elle serait, comme elle le dit, psy quelque chose. Depuis toute petite, enfin depuis avant même l'adolescence, j'étais fascinée par la psycho. Enfin, j'ai été fascinée par l'être humain, les histoires de vie. J'étais d'une famille où on me racontait beaucoup d'histoires. Je m'intéressais beaucoup à l'histoire de ma famille. Il y a eu beaucoup de traumas intergénérationnels dans ma famille. Voilà, ça m'intéressait. Et puis, j'avais un papa qui est devenu psychanalyste. Alors, il était dentiste, mais il était aussi psychanalyste. Il avait ces deux métiers. Et moi, j'étais fascinée d'être témoin de la naissance de cette deuxième profession dans sa vie. Parce que j'étais préadolescente quand il s'est lancé. Donc, je l'ai vu progresser. Et à la fois, donc j'étais très en contact avec ce métier, en fait, avec ses lectures, et puis moi-même, assez jeune, j'ai entamé une psychanalyse. Et en fait, je me suis rendu compte que oui, j'avais ce désir et ce rêve de devenir psy, mais pas psychologue, pas psychiatre et pas psychanalyste. Et en fait, dans les années, bah, quand je suis venue aux Pays-Bas, il y avait toujours cette idée de peut-être que je vais faire psychologie à l'université des études de psycho. J'ai regardé le CNED et puis j'avais eu mon premier enfant. C'était compliqué parce qu'il fallait aller en stage en France si on faisait le CNED. Donc j'étais un peu, ouais, j'avais un peu mis en suspens ce rêve un peu de côté. Et j'ai découvert la Gestalt à travers le coaching. Je me suis effectivement formée depuis 2018 pour devenir praticienne en Gestalt thérapie. Et là, je suis en troisième cycle. Donc, j'ai obtenu mon diplôme de praticienne fin 2023, il y a un an. Et là, je suis en troisième cycle pour obtenir mon diplôme de thérapeute en Gestalt thérapie et ensuite certificat européen de psychothérapeute. Alors, qu'est-ce que je trouve? Donc, moi, en fait, j'avais ce rêve, comme je te l'ai dit, de devenir psychologue, de devenir psy quelque chose. Et ça ne pouvait pas être psychanalyste, ni psychiatre, ni psychologue clinicienne. Enfin, c'est pas ce que je voulais. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Rendez-vous dans la saison 2 pour d'autres parcours de vie professionnelle. Parce que l'intime est universel, tu trouveras dans ces récits de quoi réfléchir à ton propre parcours, à tes propres envies et désirs pour ta vie pro. Bonne écoute!